Alors Milan, bien installé? Il y a un lycée français à Cape Town. Au fait, ton container est arrivé? Dis maman, on reviendra à Mexico? Mais alors, on parlera quelle langue à la maison? Et toi dans tout ça, ça va? Bienvenue dans L'expatriation au féminin, le podcast qui nous relie à travers le monde, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger. La chance de rencontrer des Américains, parce que dans la petite ville où on était, il y avait peu d'expats. Donc j'ai marché avec des retraités dans la chaîne des Appalaches. Et c'était super parce que ça me permettait moi de parler anglais, de rencontrer des gens. Et je leur posais des questions sur leur carrière, quel bilan ils en faisaient, parce que moi je faisais un peu mon bilan intermédiaire. Et donc comme ça faisait un peu effet miroir. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur une prof d'anglais. On a fait traîner les cours et en fait c'était un rendez-vous hyper sympa où on papotait, on parlait des différences culturelles, etc. Donc c'est par son biais que j'ai rencontré beaucoup de gens. Donc une fille qui était très ouverte, qui avait appris le français, qui parlait français à ses enfants pour leur apprendre le français. Enfin c'est ce genre d'Américain-là que tu peux rencontrer finalement. L'un des plus beaux cadeaux de l'expatriation, ce sont les rencontres humaines. Ces rencontres qui apporteront toute la saveur de l'aventure et ces nouveaux amis qui seront vos nouveaux proches. Qui seront-ils ? Dans cet épisode, nous parlerons donc des rencontres offertes par l'expatriation. Nous parlerons aussi de l'entretien des liens avec ceux que nous quittons, notre famille, nos amis, restés derrière. Je suis ravie d'accueillir Emmanuelle Fallour, coach qui vit en Australie, membre de la Coach Academy d'Expat Communication qui édite ce podcast. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Amélie. Je trouve ça dingue qu'on fasse cette interview entre l'Australie et le Mexique. Concrètement, toi là, tu commences une nouvelle journée et moi, je termine la mienne. Exactement, il est 9h du matin pour moi. Et toi ? Et moi, là, il est 19h. On vient d'écouter ce témoignage de Juliette qui a vécu aux États-Unis. Qu'est-ce que ça t'inspire et pourquoi l'expatriation offre de telles opportunités de rencontre ? Ouais, c'est une belle question. J'aime beaucoup le témoignage de Juliette. Donc moi, ça fait plus de 20 ans que je suis expatriée. J'ai passé 12 ans aux Philippines et là 10 ans en Australie. En réfléchissant, en fait, en préparant ce podcast, je me suis rendu compte que pour moi, l'expatriation, ça nous pousse en fait hors de notre cadre de référence, totalement hors de notre cadre de notre zone de confort. Et parce qu'on se retrouve dans un environnement en fait sans repère, d'une certaine façon, on se déconditionne. On n'est plus conditionné finalement par grand chose. Et nos perceptions, nos jugements, nos jugements de valeur, en fait, ils sont complètement remis en cause. Et en quelque sorte, ça nous pousse à faire le vide. Alors, c'est perturbant, c'est déstabilisant, mais grâce à cela, parce qu'on arrive à faire le vide, notre esprit, notre curiosité, notre vision du monde, en fait, il s'ouvre totalement et ça s'élargit. Et ça nous ouvre du coup de très belles opportunités et notamment des belles rencontres. Et toi, en Australie, à quel point ça a été important de bien t'entourer ? L'exemple que Juliette a utilisé, en fait, moi, c'est vrai que ça me fait penser à des expériences que j'ai eues, en fait, et que les rencontres que j'ai faites, elles ont été extrêmement enrichissantes parce que diverses. J'ai rencontré des gens de générations totalement différentes. Moi aussi, j'ai une super amie qui a l'âge de ma mère, en fait, et qui a une fille qui a des filles de mon âge. Mais en fait, on est amis, c'est assez marrant. Mais donc, intergénérationnel, des milieux sociaux très différents, des penchants politiques parfois à l'opposé, des philosophies de vie différentes, des cultures, bien sûr, et des nationalités, et des expériences de vie à la fois très riches ou à l'opposé un peu de ce qu'on a vécu. Et donc, de ce fait, c'était extrêmement enrichissant. Je te propose maintenant d'écouter le deuxième témoignage de Juliette qui, tu verras, fait une rencontre originale. Et une autre amitié très forte que j'ai eue par le biais d'une expat française dont c'était la voisine. Et donc j'ai rencontré cette fille-là chez elle. Et elle est mormone. Et il y avait une communauté de mormons à Hagerstown, là où on était. Et les mormons, en fait, ils sont hyper accueillants. Et ça fait partie de leur religion, si tu veux. Ça fait partie de leur prosélytisme d'être dans cet accueil pour ensuite attirer les fidèles. Il y a une espèce de calcul derrière. Mais ça en fait des gens
tellement gentils, accueillants, qu'après je les repérais à 300 km à la ronde, parce que tous les gens hyper gentils que je rencontrais dans la ville, tu pouvais être sûr qu'ils étaient mormons. Parce qu'ils avaient cette fibre d'accueil, de t'inviter chez eux, de s'intéresser vraiment à toi. Donc j'ai retrouvé cette profondeur que tu peux trouver effectivement avec ce qu'on connaît, enfin l'amitié telle qu'on la connaît à la française. Je pense que Juliette, elle n'aurait jamais imaginé être amie avec des Mormons en arrivant aux États-Unis. Tu m'étonnes, mais moi non plus en fait. C'est marrant parce que même si je pratique une religion, c'est vrai, on a quand même des idées vachement arrêtées ou reçues, enfin on a des biais. Je trouve que c'est une super illustration de ce qu'on disait, c'est remettre en cause nos propres schémas, en fait, notre cadre de référence, et qui permet une ouverture et un enrichissement assez incroyable. Ça me fait penser aussi que justement, en fait, cette ouverture ou cette expérience qu'on vit quand on est expat, ça crée une forme de connexion entre expats. En fait, quand on rencontre des gens qui ont habité ailleurs, il y a un espèce j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais c'est comme si on avait gagné en fait une dimension sur laquelle on pouvait directement se brancher, se comprendre. En fait, il y a cette connexion, il y a une espèce de compréhension qui se fait naturellement. Et je trouve ça assez fort et beau. Alors concrètement, quels sont les conseils que tu donnerais aux personnes qui veulent s'expatrier ? Il y en a plein, mais je vais essayer d'en capter que quelques-uns, l'essentiel. Bien sûr, d'être ouvert, d'être conscient de ses propres biais, de son cadre de référence, en fait, pour essayer de comprendre où est-ce qu'il est challengé, où est-ce qu'il est remis en cause, et d'accepter la différence. D'être patient, parce que ça prend du temps aussi. D'être agile, de s'adapter, de savoir être flexible, pareil, avec le temps, mais avec ce qu'on rencontre, d'être curieux. En fait, je pense que c'est ça, une des clés, c'est d'être à l'écoute et d'être curieux et vraiment de pas être dans le jugement, en fait, de remplacer son jugement. En fait, le jugement, il est naturel, on l'a tous, hein, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Il nous permet de catégoriser, en particulier ce qui est dangereux ou ce qui l'est pas. Et c'est comme ça qu'en tant qu'espèce, on a survécu jusqu'à aujourd'hui. Mais on n'a plus conscience, en fait. Il est presque automatique. Et donc, prendre conscience de ce jugement et de le remplacer par la curiosité. Alors, un autre point en termes de conseils par rapport à quand on va construire ces relations, j'ai souvent entendu des nouveaux expats arriver dire ah non mais moi je suis pas là pour rencontrer des Français en fait, ce qu'on peut tout à fait comprendre et ce qui est tout à fait valable. Effectivement, on va pas au bout du monde pour se recoller avec ce qu'on connaît. Néanmoins, il faut vraiment ne pas sous-estimer ce réseau. Et il est important. Et donc, vraiment, mon conseil, c'est de ne pas fermer la porte à ce réseau. De ne pas être extrémiste dans dire non, mais moi, je ne veux pas voir les Français. Parce que c'est hyper important à un moment d'avoir des références communes. Ça fait du bien de parler sa langue, surtout dans les moments où on se sent seul. Et ça reste une source de rencontres assez incroyable. Ça, c'est une première chose. Maintenant, bien sûr, être ouvert, alors rester que entre Français, j'ai rencontré des gens aussi comme ça. Pareil, hein, je ne suis pas dans le jugement, mais j'observe. Mon conseil, ça, c'est aussi voilà, d'aller à la rencontre des locaux. Et aussi, on peut être déçu en disant mais moi, je vais m'intégrer totalement. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a quand même une barrière et d'une certaine façon, il y en aura toujours une. Mon constat, après 20 ans d'expatriation, c'est que les vraies relations que j'ai créées avec des locaux, c'était souvent des gens, des locaux qui étaient en couple mixte ou qui avaient vécu plus de 10 ans à l'étranger, qui avaient quand même une espèce de forme d'ouverture d'esprit. C'était pas des locaux à 100%. Parce que quelque part, en fait, ils n'ont pas forcément la place, eux, tout comme nous, quand on va en France, dans nos familles, avec nos réseaux, on n'a pas forcément la place pour autre chose. Je te propose d'écouter le témoignage d'Emma, qui vit à Mexico, qui nous parle justement de la force de ce réseau. Très chouette arrivée à Mexico, énormément de chance de rencontrer très vite des gens. Alors je sais pas si c'est une chance ou si c'est vraiment la puissance du réseau des expatriés qui offre à chaque nouveau la possibilité de rentrer très vite en contact avec les anciens qui sont déjà là depuis quelques temps. Et ça donne aussi très très envie de le refaire pour les gens qui vont arriver.
On les attend avec impatience et on a envie de leur donner tout ce que les autres nous ont donné quand on est arrivé. Et puis la puissance de rencontrer des gens que vous n'auriez jamais eu l'opportunité de rencontrer parce que vous avez des voies professionnelles complètement différentes, vous avez des centres d'intérêt qui sont différents et ça c'est très très chouette. Y a-t-il une différence dans ce réseau entre les pays ? Oui, tout à fait. D'une certaine façon, plus l'expatriation est difficile, donc quand je dis difficile, c'est des conditions de vie qui sont pas évidentes, on trouve pas de tout et les repères culturels sont un peu à l'opposé. Plus c'est difficile, plus finalement le réseau sur place, il est solidaire. Il y a un accueil formidable et qui se répète en fait finalement. Les expats ont été accueillis par des expats, ils ont partagé leurs conseils, ils ont répondu aux questions et ils le font naturellement après. Par contre, ça peut être aussi un peu trompeur puisque quand on se retrouve dans une expatriation où en fait finalement ça paraît plus facile, ce réseau est moins tissé. Et on se retrouve finalement un peu plus perdu, en fait, dans la désillusion de se dire ah bah facile, je m'expatrie dans tel pays, ça va être facile. Et finalement, ça l'est moins puisque ce réseau est moins tissé. Après, d'un point de vue des relations, et peut-être, alors ça, je ne sais pas si c'est valable dans toutes les situations, mais j'aurais envie de dire au début de viser la quantité plutôt que la qualité et de faire le tri après. Et parce que voilà, dans cette idée de quantité, c'est en fait, on ne sait jamais. On ne sait pas. Si on vise la qualité, c'est qu'on utilise déjà un filtre qui ne va pas forcément être applicable là où on vit. Et donc, on revient à l'exemple de Juliette. Si elle avait dit, bah non, les Mormons, hors de question, elle serait passée à côté de quelque chose de fantastique. On a beaucoup parlé des nouvelles relations qu'on pouvait se faire à l'étranger, en expatriation. Mais j'imagine qu'il faut aussi penser à soigner les relations déjà établies. Oui, c'est hyper important, carrément, tu as raison. Et c'est vrai qu'alors moi, par exemple, dans mon cas, comme ma relation avec ma famille était quand même super importante, toujours, c'était pas forcément facile au début. Et je me rappelle les premières années de rentrer quelques semaines en France et d'essayer de combler en fait inconsciemment les mois le vide des mois qui s'est passé. Et au bout d'un moment, quitte à en fait à m'exténuer en fait, et les vacances n'étaient plus des vacances, ça devenait presque une source d'anxiété. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a connu tous. Avec le recul et l'expérience, j'ai appris à faire différemment, mais ça m'a pris quand même quelques années. Et en fait, comprendre que là, au contraire, je suis passée de la quantité du temps que je passais avec ma famille et mes amis en France à finalement à essayer d'aborder les choses plutôt avec l'angle de la qualité. Notamment avec les parents ou les grands-mères pour les enfants, c'est quelque chose qui n'est pas facile non plus à vivre. Mais comprendre que nous, on a eu la chance que nos deux mamans ont voyagé, je sais pas, quasiment chaque année. Bon, la période du Covid, c'était autre chose, bien sûr, mais quasiment chaque année. Et donc, elles restaient avec nous entre 4 et 6 semaines, parfois plus, en fonction des années, des circonstances. Et c'est aussi un moment intense de vie. Donc là, on est dans la quantité, mais c'est aussi qualitatif puisqu'on vit 24 sur 24 ensemble, on vit le quotidien qui n'est pas forcément ce qu'on vivrait si on allait déjeuner tous les dimanches en France. Donc c'est une autre façon de faire. C'est pas forcément mieux ou moins bien, mais l'idée, voilà, c'est de nourrir cette relation avec le bon et le moins bon qu'elle présente, parce que c'est aussi ça qui nous fait grandir chacun. Ça me fait penser aussi à un autre élément dans la question de la relation avec nos familles et nos amis qui sont restés en France, c'est que ça peut mettre énormément de pression. Il y a des familles qui vivent très mal le fait qu'on parte, qui n'acceptent pas en fait notre décision, ou tout simplement qui l'acceptent, qui sont à la fois heureux mais en même temps qui souffrent beaucoup de notre absence. Et ça, c'est très difficile à gérer pour les expatriés. C'est un peu l'occasion aussi de faire le point sur ces relations et sur le type de relation qu'on a avec sa famille, en fait, qui parfois en fait sont restés un peu à un stade ou de l'enfance ou de l'adolescence, et ça amène en fait à une évolution. Et justement, tes amis, quand tu les appelles, il n'y a pas ce petit moment de décalage entre ta vie en Australie et eux, leur vie en France? Il y a un vrai décalage du fait de la réalité de ce qu'on vit. C'est difficile pour eux de le percevoir, en fait, et ils ont une perception forcément limitée de ce qu'on vit, mais parfois erronée. Donc ça, c'est vrai que ça crée une forme de décalage. Avec certains amis, on peut en discuter, on peut en rire.
avec d'autres moins. Et les décalages, ils se font surtout qu'on se retrouve dans des pays où, par exemple, le coût de la vie est moins cher. Et donc, il y a des maisons, des vacances, du personnel à la maison, des choses comme ça. Et ça donne parfois une vie, une perception de la vie comme si on vivait comme des princesses. Alors, c'est un peu le cas, mais c'est pas que le cas. Mais néanmoins, il ne faut pas non plus s'empêcher de partager ce qu'on vit parce qu'effectivement, sinon, ça creuse encore plus l'écart. Quand on parle d'écart, moi, ce que j'ai vécu aussi qui m'a surpris, c'est que parfois la distance permet aussi de rapprocher. Et ça a été notamment le cas en fait avec une amie. Je faisais partie de mes bonnes amies et qui, quand je suis partie, a été très très fidèle dans la communication, dans le fait, et prenait toujours l'initiative. Et ça m'a vachement touchée et ça nous a permis de construire une belle relation et en fait de renforcer finalement notre relation. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple que je prends, c'est avec mon frère où on a en fait des vies extrêmement différentes. Et je me suis fait la réflexion plusieurs fois que si on vivait en France, on vit tellement un peu à l'opposé que en fait, ça aurait potentiellement créé plus de tensions au quotidien, qui nous aurait peut-être plus écartés, alors qu'en fait, la distance fait que on est resté très proches. Et puis après, voilà, il y a ceux qui, bien sûr, sont authentiquement heureux pour nous, qui sont curieux, qui posent des questions, qu'on retrouvera inchangées quoi qu'il arrive, qui vont venir nous rendre visite, qui vont comprendre en fait, qui vont comprendre ce qu'on vit sans forcément le vivre. Et ça, c'est une belle richesse aussi. Alors justement, l'expatriation, ça peut être l'occasion de réaliser un travail sur soi. Tu dis que là, tu coaches des gens, mais ça permet aussi de tisser voilà, une nouvelle relation avec un coach ou un autre accompagnement spécifique. Oui, carrément. Alors c'est vrai que quand on parle de relation, moi, quelque part, la première chose la première élément qui m'est venu en tête, c'est ça commence par soi, en fait. Parce que quand on parle de relation, il faut déjà commencer par nourrir sa relation à soi, de comprendre en fait quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, mais aussi quand on se retrouve, pareil, dans cette zone de vide qui peut être très très déstabilisante, notamment quand on part, soit avant, soit après, de comprendre en fait d'où ça vient, pourquoi et en quoi c'est une invitation pour nous, en fait, d'apprendre sur soi et sur le monde, sur les autres, et de grandir. Alors pour ça, bon, il y a plein de façons de le faire, bien sûr. Bon, moi, je recommande le coaching, hein, je suis passionnée par ce que je fais, donc forcément. Et c'est une vraie joie d'accompagner les gens dans leur parcours et dans leur voyage. Mais il y a plein de livres ou de ressources sur Internet qui sont intéressantes, des webinaires. Bien sûr, parfois, un travail psychologique peut être nécessaire aussi. C'est bien aussi dans ces cas-là de pouvoir travailler avec quelqu'un dans sa propre langue. Alors, en fonction de là où on se retrouve, il y a des gens sur place ou sinon maintenant effectivement à distance, ça se fait de mieux en mieux depuis notamment cette période de Covid. Avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on écoute ce dernier témoignage de Juliette. J'aurais envie de rajouter que finalement en France, comme partout, on n'est pas tous ouverts, tu vois. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que à l'étranger, les gens soient ouverts, ils aient envie de nous rencontrer, etc. Donc il faut aller à la rencontre des gens qui seraient ouverts. Donc où est-ce qu'on peut trouver ces gens-là ? Et ben ces gens-là, en général, ils sont déjà en contact avec des expats, donc passez par eux. Et le deuxième endroit, finalement, c'est les églises. En fait, il y a des gens qui sont vachement ouverts. Alors que je suis pas du tout pratiquante en France, là-bas, je suis allée à la messe et j'ai rencontré des gens et les gens dont je t'ai parlé, avec qui j'ai discuté ensuite de la politique américaine, je les ai rencontrés par l'église. Ça t'inspire quoi, ce témoignage ? Parce que ça me fait penser à la question de la spiritualité, qui peut être vue comme une relation à soi, aux autres, une relation au monde et à la vie, en fait, qui est très importante à prendre en considération. On peut découvrir à travers l'expatriation et s'ouvrir à de nouvelles pratiques. Moi, j'ai vécu pas mal d'années donc, en Asie, donc aux Philippines, mais j'ai pas mal voyagé et travaillé dans différents pays en Asie. Et là, on rencontre des pratiques, des religions, des formes de méditation, des philosophies de vie, des conceptions du monde différents. Il faut vraiment s'ouvrir à cette dimension. Et c'est une belle façon de le faire à travers l'expatriation. En Australie, il y a toute la culture aborigène avec beaucoup de mythes qui sont hyper intéressants, qui sont très un peu abstraits, mais qui posent de vraies questions finalement.
Et puis sinon, je pense aussi, moi, une pratique énergétique japonaise que j'ai rencontrée en Asie et que j'ai fini par étudier et pratiquer maintenant depuis plus de 15 ans et qui est extrêmement enrichissante et qui est très complémentaire avec la foi que j'ai et la religion que je vis finalement. Et comment aimerais-tu finir ce podcast ? Je trouve que la vie, en fait, c'est un voyage de découverte et d'apprentissage sur soi et sur les autres. Et en cela, voyager et s'expatrier, notamment, pour moi, c'est une belle façon de vivre, c'est une belle façon d'être dans la vie, dans la découverte. Et ce voyage, il se fait aussi à travers, en fait, la rencontre et la relation à l'autre, quel qu'il soit et où qu'il soit. Et pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux de l'expatriation, cette invitation à la rencontre et à la découverte. Alors, mon mot de la fin, c'est enjoy the journey et have fun. Un grand merci Emmanuelle, c'était vraiment très intéressant de parler avec toi. Merci d'avoir partagé toutes ces anecdotes et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Amélie de cette opportunité. J'étais ravie de pouvoir partager ces quelques éléments de vie depuis ces 20 dernières années et j'espère du fond du cœur que ça pourra accompagner ceux qui nous écoutent à vivre une expatriation d'une façon plus pleine et harmonieuse. Je rappelle à nos auditrices qu'elles peuvent télécharger le guide de l'expatriation au féminin sur le site de femmexpat.com. Et dans le prochain épisode, nous parlerons de trouver sa place en expatriation. Alors je vous dis à bientôt. Ce podcast est produit par Expat Communication, l'éditeur de femmexpat.com, avec le soutien de la Caisse des Français de l'étranger.